is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Charles Deveau, pour le présenter en 2 mots, il a créé sa boutique il y a 3 ans. Si vous avez entre les mains le dernier numéro de Morningstar Professional, vous verrez en page 13 un article qui est consacré à IVA, qui est la maison qu'il a créée avec un partenaire. Charles Deveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a travaillé avec Jean-Marie Éveillard pendant de nombreuses années. Jean-Marie Éveillard était le gérant fétiche de SocGen International SICAV. C'était une gestion très, ce qu'on appelle de bon père de famille, qui était parfois contrariant, qui a donné d'excellents résultats. Ça a fait partie des grands fonds. Et Charles Deveau, effectivement, pendant de nombreuses années, a expérimenté cette gestion. Je vais tout de suite lui passer la parole. Charles, je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le chemin des États-Unis jusqu'à Paris pour être présent avec nous. Donc, je pense que tu parles français plutôt qu'en anglais. Fais ta présentation. Oui, je parle OK, très bien. Merci beaucoup. Je ne suis... Qu'est-ce que tu as dit? J'étais un Américain qui... Non, je suis basé en Amérique, mais je ne suis pas encore américain. Alors, IVA, donc j'ai peu de temps, donc il faut filer. Oui. Donc, IVA, c'est quoi? Nous sommes 37 personnes, sur les 37, 15 d'entre nous travaillons chez First Eagle, donc le SocGen International SICAV, SocGen International Fund, et donc l'essentiel de l'équipe qui gérait ces fonds est avec nous. Et donc, quelque part, vous pouvez nous penser à nous comme un vieux vin, un vin ancien dans une nouvelle bouteille. D'ailleurs, il y a 1 an, j'étais sur un panel de Morningstar à Chicago et nous étions trois gérants différents et le titre du panel, c'était « Old Wines in a New Bottle ». Nos objectifs, notre façon de travailler est très inhabituelle. Nos objectifs sont inhabituels, bien que nous soyons des gérants long only. Quelque part, il y a des caractéristiques de ce qu'on fait qui se rapprochent un peu du monde de l'alternatif et des hedge funds. Nos objectifs sont doubles sur une période longue, autrement dit sur un cycle économique tout entier, que ce soit un cycle de 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Notre objectif est clair, il est de battre les indices boursiers. Comme nous investissons dans le monde entier, le benchmark, c'est le MSCI World All Countries. Le deuxième objectif, qui est aussi important que le premier, c'est sur une période plus courte, que ce soit de 12 mois ou de 18 mois, on essaye d'être aussi défensif que possible, as resilient as possible, et autrement dit, on essaye, quand les marchés baissent, de baisser aussi peu que possible, voire même d'être en hausse. Je vous rappelle qu'on avait réussi, avec mon ancienne équipe, à être en hausse de 10% en 2000, hausse de 10% en 2001, hausse de 10% en 2002. Pas facile d'être en hausse en 2002. Morningstar, gentiment, nous avait donné, Jean-Marie et moi, le titre de International Manager of the Year en 2001. On méritait ce titre en 2002, mais ils ont décidé que ce n'était pas approprié de donner le même prix 2 années consécutives, donc ils l'ont donné à mon ami Riyad Younes, qui était en baisse de 5%. Pourquoi est-ce qu'on a des objectifs de gestion aussi bizarres? Pourquoi est-ce qu'on est aussi obnubilé par la préservation du capital? C'est parce qu'on pense que beaucoup de clients, en fait, c'est une stratégie qui est appropriée pour beaucoup de personnes, notamment pour les individus. Si vous êtes riche, la chose la plus importante, c'est de rester riche. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre le peu que vous avez. Et bizarrement, notre approche devrait n'intéresser nullement les investisseurs institutionnels. Et donc, pourquoi diable un tiers des 17 milliards de dollars que nous gestions, pourquoi est-ce qu'un tiers de ce montant est institutionnel? Institutionnels sont des gens qui ont des horizons d'investissement infinis. Ce sont des gens qui, en principe, devraient préférer une stratégie qui peut délivrer du 15% par an de manière très volatile plutôt que du 12% de manière moins volatile. Donc, pourquoi diable les institutionnels s'intéressent-ils à nous? Parce que 2008 leur a rappelé que des lois fondamentales mathématiques très simples, qui est que si quelqu'un est capable d'être en baisse que de 12%, ce qui était notre cas en 2008, alors que l'indice était en baisse de 43%, ben, si vous pouvez minimiser les pertes, les drawdowns, c'est une façon comme une autre, voire une façon très effective en fait de gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Winning by not losing, minimizing drawdowns, avoiding the losses, c'est notre façon à nous, façon inventée par Jean-Marie Éveillard bien sûr
de gérer. Nous avons également des raisons très égoïstes de gérer de la manière dont on gère, qui est qu'on investit l'essentiel de notre propre épargne, moi et mes petits camarades, dans les fonds que nous gérions. Au total, on a, je crois, 55 millions de dollars, voire un peu plus, dans les fonds que nous gérons. Les fonds sont en baisse de 10%, on perd 5, 6 ou 7 millions de dollars. Ce n'est pas le style de la maison de perdre de l'argent. Rapidement, quelles sont les techniques qu'on utilise pour investir, indépendamment du fait que nous sommes value, indépendamment du fait qu'on investit dans le monde entier, indépendamment du fait qu'on investit à la fois dans des titres microscopiques, genre Robertet ou affichage, ou des grands titres comme Microsoft. Donc, 4 techniques principales. 1, on est prêt parfois à faire des paris négatifs. Quand on est long only, faire des paris négatifs, ça veut dire être prêt à avoir 0 ou presque 0 dans ce qui est souvent la partie la plus importante du benchmark. Et souvent, la partie la plus importante du benchmark, c'est la chose qui est la plus chère et qu'il faut éviter à tout prix. Donc, pas de Japon fin 80, pas de tech fin 90 et pas de titres financiers, banque ou autres, de 2004 à fin 2008. Deuxième technique, nous sommes prêts à parfois investir dans des obligations à rendement élevé, non pas pour gérer un fonds balanced, mais pour obtenir par le biais d'obligues des rendements du style action. L'attitude, c'est si une obligue peut vous donner 8, 9, 10% par an de rendement, ça en soi, c'est un equity type return. Et d'ailleurs, fin 2008-2009, quand la crise a touché de plein fouet, on avait à un moment donné jusqu'à 35% de notre portefeuille en high yield corporates. Des trucs très très safe, beaucoup de même investment grade. On avait du Home Depot et du American Express, du papier à 6-7 ans avec des rendements de 10,5%. Pargesa, l'obligation Pargesa, Albert Frère, 9,5%. C'était du 2014, donc c'était 6 ans après 98. Des CMBS AAA, 15% de rendement par an pendant 8 ans, sympa. Bon, pas question, bien sûr, pour nous de faire confiance aux agences de rating, mais on a fait notre propre travail, mais on était confortable parce que ces CMBS en question étaient super senior, parce qu'elles étaient à 60 cents on a dollar, on était confortable que même si les prix de l'immobilier baissaient de 65%, c'était bon. Donc high yield parfois. Également, on pense que l'immobilier et l'or sont les actifs importants. Donc parfois, ça nous arrive d'investir dans l'immobilier. On ne fait pas de la pierre en direct. On le fait de manière indirecte par le biais de valeurs mobilières, mais ça peut être éclectique. On peut faire des real estate investment trusts, des obligations émises par ces REIT. J'ai parlé des CMBS, c'était l'immobilier après tout. Et bien sûr, comme nous sommes des value guys, comme on aime idéalement peu payer pour quoi que ce soit, idéalement, on voudrait avoir les choses pour rien en fait. Notre rêve, notre espoir toujours, c'est de trouver un titre coté en bourse où il y a une valeur d'immobilier importante, mais mal comprise du marché. Et en fait, parce que souvent cet immobilier peut-être est porté au bilan, à l'actif du bilan, au coût historique d'il y a 80 ans, coût historique qui souvent est nettement inférieur à la valeur de la chose. Quelque part dans le passé, quand on avait du Galerie Lafayette, quand on avait du Tétinger, du Study Louvre, c'était avec l'entendement, la compréhension qu'il y avait des valeurs latentes cachées qui, nous semblait-il, étaient mal comprises du marché. L'or, parfois on a de l'or, pas toujours, il y a des moments où on n'a pas besoin d'or. Quand les actifs financiers sont très bon marché, il n'y a pas besoin d'une police d'assurance qui s'appelle or. Par contre, quand les actifs financiers sont plutôt chers, ça a du sens d'avoir de l'or. L'or, bien sûr, quand on achète de l'or, ce n'est pas dans l'optique d'obtenir des rendements type action. C'est une optique, d'ailleurs, sur 85 ans, je crois que l'or n'a monté que de 4% par an, ce qui est mieux que rien, après tout. Mais l'idée avec l'or, idéalement, c'est d'avoir de l'or comme police d'assurance, de l'or qui pourrait monter quand le reste du portefeuille peut-être baisse. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où l'or est corrélé de manière positive, il y a des moments où c'est corrélé de manière négative. Mais idéalement, on voudrait une corrélation négative. Quand on estime utile d'avoir de l'or, nous décidons si c'est mieux d'avoir l'or pur, ou dans le cas de la SICAV, le Gold ETF, parce que les Luxembourgeois nous n'autorisent pas à avoir de l'or, ou alors des titres miniers. Parfois, lequel des deux vous achetez fait une grande différence. Je vous rappelle qu'en 2008, l'or a été effectif comme hedge. L'or, en tout cas en dollars, a terminé l'année en hausse de 6 ou 7%, alors que les titres orifères étaient en baisse de 35%. Quatrième technique et importante, le cash. On est prêt, nous, parfois, à avoir 10, 20, 30, 40% en cash. Et c'est rarement le cas de tous ces long-only funds qui s'amusent, dont le but, c'est de battre le benchmark de 1 ou 2 points. Nous, on est prêt à avoir du cash. En fait, philosophiquement, quand on construit un portefeuille pour la première fois, on commence avec un tableau vierge qui est 100% en cash. L'objectif premier, ultime, c'est de ne pas perdre de l'argent.
Et l'attitude, c'est qu'on reste en cash et on est prêt à sortir du cash que le jour où on trouve un titre dont le prix est nettement inférieur à la valeur intrinsèque. Donc parfois, on a de la